Merci beaucoup, et puis merci de m'avoir invité à nouveau dans ce cadre idyllique que j'avais pas vu la fois dernière puisque j'étais malheureusement en distanciel. Et c'est très agréable d'être ici, puis merci à tout le monde d'être venu. Donc quand on en a discuté de cette intervention, on a pensé que c'était peut-être plus simple que je présente donc ce dernier livre que vous avez eu la gentillesse de citer. Et donc j'ai pensé en fait plus judicieux d'essayer de présenter une sorte de panorama. Bon, j'aime pas trop l'expression, je crois que c'est en regardant la mer, mais bon, voilà, bon, peut-être pas de panorama, mais enfin bref, une impression d'ensemble, quoi, plutôt que d'aller dans le détail de- plus technique de chaque chapitre ou même de me focaliser sur un point particulier. Donc, essayer de reprendre, je dirais, l'idée générale du parcours autour de cet enjeu qu'on pourrait appeler une politique de l'archaïsme. Alors bon, en même temps que je le dis, je me dis en même tous les titres en ce moment se déclinent en politique 2. En fait, c'est peut-être un peu malheureux, mais bon voilà, je cède à la mode. Mais politique de l'archaïsme, j'entends ça en deux sens, et c'est ça qui m'intéresse dans cet enjeu, deux sens opposés finalement, c'est-à-dire à la fois au sens de la présence ou de la résurgence d'archaïsme dans les sociétés modernes, qui sont donc les sociétés du capital, comme Benjamin le rappelait à l'instant, mais aussi en un sens qui finalement est en un sens opposé, voire antagoniste pour reprendre ton expression, c'est-à-dire au fait de prêter attention aux charges protestataires, conflictuelles, voire émancipatrices qu'on peut trouver dans l'archaïsme, justement. Et donc voilà, travailler sur l'ambivalence et le glissement d'un sens vers l'autre. Et donc, enfin, le constat dont je suis parti avec ce livre, même si de toute façon on commence jamais un livre par un constat, quoi, c'était des questions qui me travaillaient, mais quand même ce qui répondait à ces questions, c'était ce constat que la question de l'archaïsme revenait aujourd'hui euh, comme un leitmotiv et qu'elle revenait d'abord dans le discours dominant, c'est ce que tu rappelais, Alyosha, et depuis fort longtemps. Notamment, ce qui m'avait frappé, c'était pas en 2005 les émeutes dont tu parles, c'était les émeutes du CPE et puis les émeutes de banlieue à la suite du meurtre des deux adolescents. Euh, comment? Ouais, exactement. Naël, c'est en 2023, c'était en 2006. Enfin bon, mais c'est plutôt en 2016, ce que tu rappelais aussi, la loi travail, où ce terme est revenu. C'est-à-dire, en gros, la défense du Code du travail, au moment où il s'agissait de l'assouplir, comme on dit, était considérée comme un archaïsme, quoi. Et c'était dit tel quel, avec les syndicats aussi, qui étaient des formes tout à fait archaïques. Bon, c'était intéressant. Donc, cette question, elle est revenue dans le discours dominant pour disqualifier au fond, toutes les luttes qui s'étaient jusqu'alors matérialisées dans la protection sociale. Hein, service public, code du travail, système des retraites, et que progressivement, le temps du capital s'est employé à transformer en privilège du passé. Et dans ce cas-là, comme bon, ça apparaît assez clairement, l'archaïsme joue un rôle assez particulier, c'est le rôle du signifiant idéologique repoussoir. C'est-à-dire le négatif de la réforme dans la gouvernance néolibérale. Tout ce qui n'est pas réforme est archaïque, comme il avait été bien avant le négatif de la révolution dans le grand discours marxiste qui, au fond, s'est fondu dans les mêmes formes temporelles. Et c'est une partie de ces problèmes. L'archaïsme, dans ce cas-là, la plupart du temps, ça renvoie à l'ignorance du temps de la science. Et par temps de la science, j'entends le temps de la nécessité historique qui est connu et qui est transformé en instrument d'action. Or, l'obéissance à cette nécessité historique, dont aujourd'hui on peut dire qu'elle se nomme la globalisation, à laquelle personne n'échappe ou personne n'est censé échapper, cette obéissance, elle ne dépend pas seulement de ce qu'on vend comme la rationalité du processus de production, tout ça est logique parce que rationnel, elle ne dépend pas non plus seulement de ce qu'on appelle la liberté du marché mondial, mais elle exige la liquidation des héritages du passé. Elle réclame le sacrifice des archaïsmes. Et puis, le deuxième point qui m'intéressait, c'est que dans cette figure, au fond, idéologique de l'archaïsme, il y a quand même une vérité qui pointe, cette vérité que les conflits sociaux sont toujours des conflits de temporalité.
hein, ce que tu rappelais, à savoir que la division politique, c'est toujours d'abord une division du temps. Je rappelle par exemple que durant la... Bon, d'ailleurs, ça fait écho à ce que tu disais, puisque c'est quelque chose qui a été repris par Louise Michel, mais aussi par Walter Benjamin. Durant la révolution des Trois Glorieuses, les insurgés parisiens tiraient sur les cadrans des horloges, quoi, hein. Bon. Ouais, et Mauricio Lazzarato le reprend, ouais. Ouais, tout à fait. Autrement dit, le temps comme il passe, c'est le monde comme il va. Et réciproquement, c'est l'autre aspect dont je parlais tout à l'heure qui m'a intéressé, c'est qu'il y a toujours, alors toujours, bon, vous allez me dire, ça ne veut pas dire grand-chose, et c'est vrai, mais disons depuis les guerres paysannes, depuis les bris de machines des ludistes, il y a toujours quelque chose d'archaïque dans le contretemps d'un acte de révolte, quelque chose de décalé. Et deuxièmement, comment cette question de l'archaïsme est revenue? Elle n'est pas simplement revenue dans le discours dominant, comme je viens de le rappeler, pour disqualifier les luttes d'émancipation, elle est aussi revenue, c'est un autre problème, dans les faits. Et dans les faits, je veux dire, par la ritualisation, par la fétichisation des existences en leurs appartenances particulières. La réaffirmation, ça n'a échappé à personne, hein, la réaffirmation croissante des identités collectives de type identitaire, religieux ou national-étatiste. Et on peut dire que cette réaffirmation d'identité collective de ce type-là a ressurgi comme, c'est une hypothèse qu'on peut formuler, même si c'est peut-être un peu maladroit, mais en tout cas à un premier niveau de généralité, qu'elle a ressurgi comme le contre-coup du déclin des modes de subjectivation que suscitaient les formes antérieures de la conflictualité politique, ou les formes antérieures de conflits civils. Crispation identitaire, pulsion rétrograde, fixation traditionnelle. Je veux dire, je pense évidemment aujourd'hui à la tronçonneuse de Milei, quoi. Voilà, contre-révolution en Argentine à la révolution féministe. On peut les analyser comme des formes de crispation ou de reterritorialisation, pour prendre un terme de Deleuze et Guattari, qu'on peut comprendre peut-être intuitivement, reterritorialisation active, mais toujours compensatoire, pour des subjectivités qui sont balayées par les flux délocalisés, déterritorialisés du capital, et aussi par ce phénomène qu'on constate tous, d'une universalisation de la violence d'expulsion, partout dans le monde. Alors, il m'a semblé que, puisque tu en parlais, et puis Benjamin aussi, que Deleuze et Guattari, dans leurs 2 tomes de Capitalisme et schizophrénie, ouvrage bicéphale, l'Anti-Oedipe et 1000 plateaux, mais surtout dans le premier, qui date pas d'hier, puisqu'il date quand même de 1971, bon, c'est une autre partie du problème, c'est quand même quelque chose qu'ils avaient pu identifier à leur époque. Il m'a semblé qu'il nous aidait à appréhender ce qu'on pourrait appeler les ressorts économico-politiques de ces néo-archaïsmes. Le fait que les archaïsmes ne sont pas des choses du passé, mais qu'ils ont une fonction tout à fait actuelle. Autrement dit, on pourrait le dire comme ça, l'archaïsme n'existe que dans sa relation avec l'actuel. Il ne fait sens que dans le présent. Si par exemple on parle de l'origine, on peut dire l'origine, ce n'est pas l'archaïsme. En fait, l'origine, on n'a pas grand-chose à en dire. Enfin, on peut chercher indéfiniment à remonter à une improbable origine, mais sinon, bon, l'origine, ce qui la caractérise, en grande partie, c'est qu'elle est muette. L'archaïsme, c'est comme ce qui viendrait parler dans le présent à la place de l'origine qui, elle, ne parle pas. Et donc, il y a quelque chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut trouver dans l'archaïsme, et c'est ce qui donne le côté un peu énigmatique de la notion, quelque chose qui est de l'ordre d'une métaphore permanente. Ce qui vient à la place de quelque chose d'autre pour tenir lieu de cette autre chose. Alors, évidemment, là, ce qui m'intéresse, c'est l'incidence politique de cette opération, et pas son incidence ontologique, comme tu disais, ou fondamentale. Ce que nous disent Deleuze et Guattari, c'est que ces néo-archaïsmes, ces archaïsmes à fonction actuelle, naissent et renaissent du rapport du mode de production capitaliste aux limites de sa propre reproduction. C'est-à-dire quand il touche ses propres contradictions, qu'il reproduit en permanence à une échelle élargie. Donc ils naissent du mode de production capitaliste et ils naissent aussi du rôle de l'État dans l'effectuation de la division internationale du travail. Une des forces de leur analyse, parmi bien d'autres, c'est d'avoir montré qu'il n'y avait pas de capital sans État.
Le capital fonctionne avec l'État et il lui est absolument indispensable, contrairement à ce qu'ont voulu faire croire une grande partie des néolibéraux. Et donc, ce que le capitalisme déterritorialise ou délocalise ou déplace d'une main, il le recode ou le reterritorialise de l'autre main. C'est au fond ce que Marx, déjà à son époque, résumait dans une formule célèbre: dépréciation du capital existant et création d'un nouveau capital. Et c'est ça qui fait du capitalisme une entreprise mondiale et permanente d'archaïsation. Ce qui archaïse en permanence tout ce qu'on touche. À peine est-ce sorti, à peine est-ce apparu que c'est déjà devenu archaïque. La raison de cette machine à deux temps, si je puis dire, c'est que le capitalisme a toujours associé, depuis le début, c'est un peu comme l'invention du cinéma, tout est présent dès le début. Il a toujours associé deux composantes qui restent, au fond, sur son propre plan, totalement inextricables. L'une, première composante, destruction des territoires écologiques et sociaux, destruction des identités collectives, destruction des systèmes de valeurs traditionnels. Mais de l'autre côté, seconde composante, une recomposition permanente par des moyens artificiels de modèles de soumission substitutifs et absolument équivalents qui associent en permanence les éléments les plus high-tech aux archaïsmes hérités de la nuit des temps. Et c'est cette combinaison qui rend l'intervention de l'État absolument nécessaire et indispensable dans ce mode de production. D'où la question: comment se dégager de ce qui apparaît comme un couple absolument implacable, universalité machinique, singularité archaïque, ou communication généralisée et hyper-ségrégation, sachant que les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y aura plus de communication qu'il y aura moins d'hyper-ségrégation, évidemment. Ce n'est pas parce qu'il y aura plus de machinisme universel qu'il y aura moins de singularité archaïque. Renforcer l'une, c'est aussi renforcer l'autre. Ce qui veut dire que ce n'est pas en accélérant les flux du capital qu'on pourra s'en émanciper. Question d'autant plus difficile qu'on a l'impression que l'âge, ce que Deleuze et Guattari appelaient l'âge du cynisme et de la piété, c'est-à-dire au fond le capitalisme comme religion politique, un dogme qu'on ne peut pas contester, le Dieu comme marché, c'est au fond converti ou c'est transformé en une nouvelle alliance technofasciste, pour reprendre le terme que tu employais, que je trouve très juste, alliance entre des codes suprémacistes, patriarcaux, les plus archaïques, et des nouveaux langages informatiques les plus futuristes. Le duo Trump-Musk étant là-dessus, je veux dire, imparable. C'est l'incarnation typique de ce duo. Archaïsme et post-fascisme, ou néo-archaïsme et ex-futurisme. D'où l'impression que la logique du capital ne cesse de ressusciter des dispositifs de soumission pré-capitalistes, mais qui justement sont parfaitement actuels. Que la logique du capital ne cesse de traiter les sociétés capitalistes comme si elles étaient des sociétés non capitalistes ou pré-capitalistes. D'où le développement des guerres contre la population ou des guerres civiles, sur le modèle de l'accumulation primitive. Pourquoi? C'est qu'au fond, le capitalisme, enfin pourquoi? C'est un élément de réponse parmi d'autres, bien sûr. Le capitalisme n'est pas le passage, comme on a pu le dire ou comme on a pu le croire dans un premier temps, n'est pas le passage d'une forme de pouvoir à une autre. Par exemple, de la souveraineté, comme l'expliquait Michel Foucault, aux disciplines. Et puis, des disciplines au contrôle. Avant même d'être une opération de profit, le capitalisme, c'est d'abord une opération de capitalisation, d'homogénéisation et de transmission des différentes formes de pouvoir, bien au-delà du travail salarié ou des biens monétarisés, de toutes les formes de pouvoir qui autrefois restaient enquistées ou très localisées dans des économies locales, domestiques ou libidinales. Et à mon sens, c'est ce qui permet de comprendre, enfin là encore, c'est un des éléments qui peut permettre de comprendre la récurrence de ce qu'on nomme confusément les retours d'eux. L'impression qu'on a de plus en plus que les choses reviennent. Les retours d'eux, au fond, qu'est-ce qui revient exactement? Les années 80, oui, voilà. Non, comme on pouvait parler par exemple du retour du religieux. Retour d'eux.
Autrement dit, cette impression, en tout cas c'était une des hypothèses du livre, cette impression subjective que les choses reviennent, constitue au fond la temporalité même de l'archaïque, celle de l'après-coup ou du retardement. Mais cette temporalité que d'autres comme Freud ont analysée avec leurs moyens, bon je passe, c'était une parenthèse, des moyens analytiques, avec l'hypothèse de l'inconscient notamment, on peut penser que cette temporalité psychique traduit en fait un mouvement objectif d'anticipation, c'est-à-dire le mouvement inverse. Avant même qu'une nouvelle formation sociale s'établisse, ces instruments d'exploitation et de répression sont déjà là. Exactement comme les oiseaux de proie qui tournent dans le vide tout en étant prêts à travailler dans le plein. Tu peux donner un exemple Exemple, l'accumulation primitive. L'accumulation primitive, alors, ça veut dire c'est un exemple, oui, bon, ouais, c'est cet exemple-là que je trouve, l'accumulation primitive, décrite par Marx au premier livre du Capital, au chapitre 8. Que montre Marx, c'est que les formes du droit et la politique de l'État ont devancé et sont intervenues avant l'avènement du capitalisme. Elles ont précédé le mode de production capitaliste. Et pourquoi elles l'ont précédé ? Parce qu'elles l'ont rendu possible. Donc exemple, les enclosures, la fermeture des communs. Autre exemple, la violence des invasions, les guerres de conquête. Autre exemple, le crédit, la dette publique. Ou encore, autre exemple, l'expropriation des paysans, écrite en lettres de feu, dit Marx, dans l'accumulation primitive. Donc en fait, autant d'exemples dont on voit bien que ce n'est pas la préhistoire du capital. On reprend 2008, c'est exactement la même histoire. Vous allez dire 2008, ça y a longtemps. Enfin bon, bref, on pourrait s'amuser à montrer que voilà, la logique du capital est rythmée par des accumulations primitives continuées. C'est un peu comme la création continuée chez Descartes. Ça n'a pas lieu une fois pour toutes. Autrement dit, cette accumulation primitive, elle revient, elle ressuscite à chaque création d'un nouveau capital. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas dans les sociétés du capital de modernisation économique sans une contre-révolution politique qui la précède, qui doit former d'abord ce sur quoi la plus-value pourra ensuite être prélevée. Alors, contre-révolution politique, voilà, c'est aussi un problème actuellement. C'est-à-dire, pour parler de contre-révolution, il faut aussi qu'il y ait une révolution. Enfin, il faut qu'il y ait une révolution pour qu'il y ait une contre-révolution. C'est vrai que c'est toujours un terme qu'on a du mal à utiliser aujourd'hui, parce qu'on a du mal à situer où est le point révolutionnaire pour pouvoir interpréter la réaction comme une contre-révolution. Mais par exemple, dans le cas de l'Argentine, on peut dire une contre-révolution à la révolution féministe. Dans le cadre des États-Unis, bon, je ne sais pas trop, il faudrait voir. Donc, comme tu le disais vraiment très, très, très justement, le capitalisme n'est jamais contemporain de lui-même. Il n'est jamais synchrone avec sa propre coupure. Et c'est pour ça qu'on n'en a jamais fini. Et c'est pourquoi aussi il produit des sociétés clivées, des sociétés qui vacillent constamment entre archaïsme et futurisme, entre pré-capitalisme et post-capitalisme. Alors, la difficulté que j'ai rencontrée à un moment dans cette recherche, dans la recherche qui a donné lieu au livre, c'est que, au fond, je finissais par montrer, enfin, je n'étais pas le premier, bien sûr, mais que sous l'allure du retour à un passé révolu, ou sous l'allure de survivance résiduelle, l'histoire s'hérisse de formes de réaction parfaitement contemporaines. Et donc, c'était finalement traiter l'archaïsme comme le cœur de la réaction. Et ce qui m'importait de montrer, c'était aussi de faire voir comment, sous des apparences faussement anciennes, ou sous des apparences faussement dépassées, l'histoire pouvait couver des possibilités émancipatrices. Autrement dit, non pas des retours en arrière, mais des retours à l'envoyeur. Donc déplacer ce sens-là de l'archaïsme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en rapportant l'archaïsme à ce qui serait ses ressorts économico-politiques, comme je viens de le faire, on montre qu'il est d'abord une invention du capital. Il n'y a pas d'archaïsme avant le capitalisme. Mais d'un autre côté, on annule aussi tout ce qu'il peut y avoir en lui de potentialité transformatrice, voire émancipatrice.
Et ça, c'est au fond ce que tu rappelais à propos de l'opéraïsme. C'est-à-dire, je pense à ce que disait Mario Tronti, donc en 64, ou grosso modo, quand il crée Classe Opéraia, quand il dit que ce qui a changé par rapport à l'analyse sociologique qu'ils avaient auparavant, et c'est la fondation de l'opéraïsme, c'est qu'ils ont changé de point de vue, ce que tu rappelais sur le point de vue de l'antagonisme. Changer de point de vue, c'est-à-dire estimer que il ne s'agit pas de partir de l'analyse la plus scientifique possible des lois du capital, comme le ferait un point de vue sociologique, mais de partir des techniques d'insubordination qui résistent au capitalisme. Autrement dit, de prendre la subjectivation politique, ce qui s'appellera la subjectivité politique dans la suite de l'opéraïsme, comme point de départ. Et donc, faire face au réel politique d'une situation, c'est pas du tout formuler le système de cause ou le système des effets, ou dire ce qui a structuré la situation ou quelle est son origine. C'est d'abord être capable d'en formuler un possible. Dire, dans telle situation, qu'est-ce qui est possible. Alors, il me semble que ce qui nous est arrivé avec l'archaïsme, c'est que longtemps, on a vécu avec une représentation héritée du marxisme, en grande partie, enfin, héritée d'un certain Marx, pas du marxisme, mais d'un certain Marx, du jeune Marx d'ailleurs, qui est une représentation unilinéaire de l'histoire, dirigée par une sorte de succession, comme les poupées gigognes, des modes de production, l'un étant intégré dans l'autre, bon, selon un modèle très hegelien, je passe. Mais avec cette représentation linéaire d'une succession des modes de production inébranlables, les archaïsmes pouvaient être considérés comme des retards entre les sociétés. Il y avait des sociétés plus archaïques que d'autres, ou des retards dans le cours de l'histoire politique des sociétés. De même, le marxisme, une partie du marxisme a longtemps vécu dans l'idée d'une fusion de la politique et de l'histoire. La politique est donnée par l'histoire, ou du moins la politique est causée par l'histoire. C'est ce qui permettait de traiter les archaïsmes comme des formes passées qui font obstacle à l'avènement révolutionnaire des forces d'avenir. Or, évidemment, ce qui nous est arrivé, c'est quand même, disons, à dater de l'après 68, la clôture de la séquence classiste de la politique, et d'autre part, la péremption de cette catégorie historiciste de révolution. Et ces deux phénomènes, me semble-t-il, conduisent de fait à reposer autrement la question des archaïsmes qu'aucune dialectique progressiste, jusqu'à présent, n'est jamais parvenue à dépasser. Ce qui apparaît, c'est les composantes hétérogènes de ces archaïsmes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils peuvent ressurgir, et c'est souvent le cas, c'est vrai, à titre conservateur ou réactionnaire, mais ils peuvent aussi prendre des formes révolutionnaires, antagonistes ou utopiques. Et donc c'est ça que j'ai appelé les réversibilités de l'archaïsme, et que j'ai voulu interroger comment, pas seulement dans, je dirais, des textes de la tradition critique ou de la pensée critique, mais aussi en plongeant dans un certain nombre de soulèvements populaires qui ont dérouté ou qui ont tenté de dérouter cette objective nécessité d'une histoire toujours eurocentrée. À travers les divisions de la politique marxiste, dans les problématisations plus contemporaines des luttes minoritaires ou des mouvements nationalitaires, j'y reviendrai brièvement, et aussi dans les révoltes pré-révolutionnaires durant la transition, ce qu'on appelait la transition au capitalisme, sous-entendu la transition du féodalisme au capitalisme. Et là, je me suis intéressé à ces grands soulèvements populaires qui étaient des soulèvements antifiscaux. Les soulèvements comme, par exemple, l'un d'eux, c'était celui des nu-pieds de Rouen, donc pas si loin, en 1639. Un des premiers grands soulèvements, alors là, ce n'est pas une guerre paysanne, puisque c'était dans la ville, quoi, mais qui a été aussi travaillé par Michel Foucault, et qui a donné lieu à la première grande répression militaire et judiciaire par Séguier, qui a en fait été l'origine de la constitution de l'État moderne, de l'État comme on le connaît. D'ailleurs, intéressant de constater que ce qu'on appelle l'État moderne, l'État qui se crée sous la monarchie absolue, a pour origine un soulèvement populaire. C'est-à-dire que l'État lui-même, l'État et son dispositif, non seulement d'un appareil répressif, mais aussi son dispositif fiscal, hein, toute cette grande machine de l'État a d'abord été une réaction à une lutte populaire, une réaction à une tentative d'émancipation. Hein, ou encore, on pourrait dire, comme toutes les formes de domination, l'État a d'abord été, cet État-là, une résistance à une résistance. Un phénomène second contre une résistance.
des soulèvements contre le joug fiscal, mais ils ont été très très aussi présents dans le Périgord, 16e et au XVIIe siècle, qui ont été à la fois donc des grandes guerres paysannes, qui traversaient comme ça le plat pays en agrégeant plusieurs communes au son du tocsin. Bon, c'est des images qu'on a en tête quand même dans la mémoire des luttes collectives, même si ça fait quelques siècles, et qui ont aussi été des grands mouvements de taxation populaire, c'est-à-dire de fixation des prix au moment de la libéralisation du commerce des grains, et qui allaient de pair avec des mouvements et des émeutes de blocage. Blocage des ports notamment, contre l'exportation des grains, mais aussi blocage des routes, comme durant la Grande Guerre des Farines qui annonce la Révolution française en Île-de-France. Donc des techniques d'action directe, d'émeute, d'occupation. Alors, quand on pense à ces grands soulèvements populaires, on les taxe toujours et on les considère toujours comme des émotions populaires archaïques, justement. Et on considère qu'elles défendaient, souvent en tout cas, qu'elles défendaient un ordre ancien, parce qu'elles avaient peur des inventions de la modernité, et notamment des nouvelles technologies et du nouvel ordre social amené par le capitalisme. Autrement dit, des luttes qui ne se voulaient pas création, mais réaction. Et ça, c'est des textes qu'on trouve chez de grands historiens qui ont travaillé cette question-là, comme notamment Yves-Marie Bercé, je passe. Ou alors, deuxième interprétation possible de ces grands soulèvements populaires du XVIe et du XVIIe siècle, ils sont regardés comme la préhistoire de la guerre sociale. Ils sont déjà emportés dans ce qui deviendra le grand jeu moderne de la lutte des classes. On y voit, au fond, l'anticipation de ce qui sera ensuite les grandes luttes de la classe ouvrière. Ça, c'est notamment la thèse de grand historien soviétique, Boris Porchnev. Même si, évidemment, elle est un peu plus subtile, en fait, que ce que je suis en train de raconter. Mais enfin, grosso modo, c'est un peu ça. Or, ce qui m'a intéressé, c'est précisément que ces soulèvements populaires ont été à l'origine d'une autre ligne de la révolte que celle qui va s'imposer avec le capitalisme industriel. Une autre ligne de la révolte qui repose sur ce qui est à la fois une forme de vie et une tactique, et qui s'appelle la commune. Et qui sera ensuite réactivée, y compris dans l'histoire du monde ouvrier, avec évidemment la commune de 70, la commune de Paris, mais qui en fait à la base repose sur la commune rurale, au XVIe ou au XVIIe siècle, et qu'au fond cette commune elle a constitué pendant plus de 3 siècles le mode même de subjectivation des soulèvements populaires qui répliquaient à 2 choses, la conquête fiscale, c'est-à-dire la mainmise de l'État sur tout le territoire, et évidemment ce qui va de pair avec les premières formes d'introduction du capital marchand. Les premières formes du marchand, des circulatoires du capital, puisque à l'époque, la sphère de la reproduction, elle ne repose pas sur la production, justement, mais sur la circulation. Et donc, au fond, bien avant que se constituent les organisations de masse de la classe ouvrière, ces soulèvements fiscaux qui ont innervé en France les grandes guerres paysannes se sont confrontés à quelque chose qu'affronte en réalité tout moment insurrectionnel ou toute forme d'insurrection. L'articulation, la difficulté d'articuler ensemble, d'une part, un acte de vengeance, un acte de haine, l'acte de vengeance contre l'oppresseur, contre les exactions des oppresseurs, parce que à mon avis, c'est ça aussi qu'on appelle l'antagonisme, la haine de classe. Elle existe dans une lutte, il ne faut pas la mésestimer, la colère. Articuler cet acte de vengeance avec un acte de guerre, l'acte de guerre contre un ennemi, mais aussi avec un acte politique contre les stratégies des hommes au pouvoir. Difficile articulation de tout mouvement d'insurrection entre l'acte de vengeance, l'acte de guerre et l'acte politique, mais qui sont quand même les 3 têtes de ce qu'on peut appeler précisément la construction d'un antagonisme. Alors, il m'a semblé qu'aujourd'hui, dans un contexte particulier qu'on pourrait définir parmi d'autres éléments comme l'élargissement continu de la production par la circulation, des marchandises dans la logistique, qui a pris de plus en plus d'importance, de l'argent dans la finance, ou encore de l'information dans les médias. Cet élargissement continu de la production par la circulation, elle a fait revenir, me semble-t-il, cette autre tradition déchue des révoltes communales. Et un des signes qui m'a semblé flagrant à cet égard, c'est le mouvement des Gilets jaunes en France en 2018, d'abord provoqué par
on s'en souvient, hein, la hausse de la taxe sur les carburants. C'était la hausse de la taxe, si je me souviens bien, sur tous les produits énergétiques, mais notamment sur le carburant. Donc, alors vous allez me dire, c'est pas un impôt, c'est une taxe. Oui, mais dans un pays où en fait la plupart, enfin une grande partie de la population ne paye pas d'impôt, la taxe, c'est le meilleur moyen de faire payer les pauvres. Eh bien, ce mouvement des Gilets jaunes, il ressemble, peut-on dire, à sa manière, évidemment, au réveil de cette tradition enfouie, vaincue par la répression militaire et judiciaire de la monarchie. Les actes, donc tous ces termes sont des mots qui étaient employés dans les assemblées de communes. Par exemple, le soulèvement, une des grandes guerres paysannes, des plus grandes révoltes communales, c'était celle des tares avisés. Alors, je ne sais plus, j'ai oublié pourquoi ils s'appelaient les tares avisés. Bon, je retrouverai. Et ce qui nous reste, c'est les actes de cet art avisé, de ces réunions de communes dans les bois. Les actes insurrectionnels des Gilets jaunes à Paris et dans les grandes villes. L'occupation des ronds-points, l'auto-organisation des assemblées. Les assemblées, c'était les assemblées de communes à l'époque, sur tout le territoire, et notamment dans le cas des Gilets jaunes dans les zones rurales ou périphériques. Cet ensemble de mouvements qui a caractérisé les Gilets jaunes ont pris ponctuellement l'allure d'une nouvelle fronde populaire. Et donc, il m'a semblé que ce qui éloignait les Gilets jaunes des luttes de la classe ouvrière était aussi ce qui les rapprochait de ces révoltes communales qui, à l'époque, ne portaient pas sur le salaire, comme ça sera le cas dans les luttes de la classe ouvrière, lutte économique, qui ne portaient pas sur les lieux de production, mais qui portaient sur les prix et qui portaient sur l'impôt et qui portaient aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur l'enjeu de la circulation. D'où l'occupation des ronds-points, enjeu de la circulation qui, à l'époque des révoltes communales, constituait le cœur de la reproduction sociale durant donc la phase d'accumulation du capital marchand. Et la dernière chose qui m'a intéressé dans ce rapprochement entre les Gilets jaunes et les révoltes communales, c'est que en réveillant consciemment ou non cette ancienne protestation révoltée de ce qui s'appelait à l'époque des rébellions à justice, donc posant la question de la justice sociale, ce qu'on appelait avant la justice populaire, ou aussi de ce qu'on appelait les assemblées illicites, puisque la commune était un dispositif institutionnel, mais c'était ce dispositif-là qui était perverti en cas d'insurrection. Eh bien, ce mouvement des Gilets jaunes a fait ressurgir, dans ce qui n'était d'abord qu'un sursaut de solidarité, la dimension insurrectionnelle de la politique. Et finalement, ils se sont heurtés à un ensemble de problèmes assez similaires à ceux qu'ont rencontrés les révoltes communales. La répression étatique brutale, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la difficulté de toute politique destituante à se lier aux luttes déjà existantes. La question de son isolement. Et aussi, troisième trait commun, me semble-t-il, la méfiance des autres forces sociales et des groupes institués à l'égard de ces expressions de la colère populaire et de ces rébellions que l'absence de direction rend totalement incontrôlables. Bon, je ne sais pas si j'ai un peu de temps ou je peux m'arrêter là. 1 minute 2 minutes non, okay. Alors je vais aller tout de suite à la fin. Vous m'excuserez. Mais non, mais tout à fait. Moi, je réfléchis à une manière pas trop longue de conclure en récupérant quelques bouts. Non, je voulais parler de pas mal d'autres choses, mais... Peut-être oui, non. Revenir sur cette division du concept d'archaïsme, c'est-à-dire le fait qu'il puisse fonctionner à la fois, qu'on puisse l'analyser en termes de résurgence de systèmes d'oppression et de soumission, parfaitement contemporains, même s'il puise dans l'histoire de la domination, et qu'à la fois, il puisse aussi parfois se charger de potentialités émancipatrices. Il m'a semblé que parler de ça, c'était au fond adresser un problème contemporain qui est la difficulté dans laquelle on se trouve de renouveler ce qu'on appelle la politique subjective. Après, les grandes traditions dont on a parlé, dont tu as parlé, comme l'opéraïsme, mais aussi comme le maoïsme ou comme le léninisme, qui ont été
trois manières très différentes, hein, parfois très conflictuelles entre elles, d'essayer de sortir la politique de sa domination par l'histoire. Avec Lénine, le primat subjectif de la politique, la conscience de classe organisée, avec les Mao, une critique du léninisme, précisément, qui a finalement pas beaucoup mieux réussi, et avec l'opéraïsme, avec l'idée de lutte décentralisée ou de lutte transversale, qui serait capable de créer une nouvelle forme de subjectivité. Ces trois tentatives, au fond, ne sont plus les nôtres, même si je comprends bien le geste que tu essaies de faire. Mais voilà, on n'est plus à une époque de la classe ouvrière et de l'opéraïsme, quoi. Bon, ça n'a échappé à personne. Et en même temps, la question demeure la même tout de même. Enfin, elle n'a pas tant changé que ça. Comment penser une politique qui est plus causée par l'histoire et qui doit donc penser elle-même ses propres conditions précaires de pensabilité. C'est-à-dire une politique qui doit se battre pour son existence même, puisqu'elle n'est plus donnée. Que ce qui est en cause, c'est pas seulement la destruction d'un monde, mais c'est la destruction de la politique elle-même. Puisqu'elle peut disparaître, elle n'a rien d'éternel. Comment la penser sans que l'État soit le ressort de son intelligibilité, penser la politique en dehors de l'État et en dehors de la politique d'État, et indépendamment des catégories de partis et des catégories de révolution. Même si ça, j'imagine que ça peut être mis en discussion. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de détacher l'archaïsme à la fois, je dirais, du progressisme et de la réaction. Et essayer d'en faire un concept critique. Ce qu'on pourrait appeler un concept critique, c'est un concept qui serait capable de rencontrer les forces étouffées dans le milieu présent. Et donc, il ne s'agissait pas de le combattre au nom du progrès ou de la raison, et il ne s'agissait pas non plus de le défendre au nom de ce qui serait l'ancestral ou l'ineffable. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est, on pourrait le dire comme ça, de faire signe vers ce que pourrait vouloir dire aujourd'hui aller à contre-courant. À contre-temps ou plutôt à contre-courant, je dirais. J'aurais dû changer le titre, en fait. Ça aurait été plus malin, quoi. Et contre-temps, ça a un côté beaucoup trop trotskiste, en fait. Je m'en suis aperçu après. Mais bon, d'ailleurs, c'est pas un défaut. Mais aller à contre-courant, je veux dire, non pas au sens réactif du terme, mais pour inventer les formes modernes d'une ancienne conviction, à savoir qu'aucune vitesse historique n'est incompatible avec la volonté de changer le monde et, si possible, d'en universaliser la forme. Voilà. Merci, désolé d'avoir été un peu trop long. Merci beaucoup Frédéric. J'avais envie peut-être juste de te poser une première question, et puis après on pourra aussi faire circuler le micro. Donc là, tu es revenu aussi sur des exemples historiques. Beaucoup d'entre eux, en fait, que tu convoques sont historiques, même si les Gilets jaunes sont relativement récents. J'avais envie peut-être de te poser la question de ce qui aujourd'hui se joue, en tout cas avoir peut-être un point de vue et comment tu le regardes de ce qui se joue aujourd'hui autour des pensées du temps qui viennent, par exemple, de l'afrofuturisme. Ou encore je pense à tout ce qui se travaille en Amérique du Sud autour de ce qu'on appelle le post-développement, c'est-à-dire essayer de repenser un temps qui ne serait pas un temps linéaire, progressiste, qui aurait été pensé par l'idée de progrès, informé par l'idée de progrès. Et je crois que du côté de l'afrofuturisme, il y a aussi quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, de réinscrire une pensée du temps qui se cabre, disons, contre une forme de domestication temporelle ou d'intimer, on a intimé d'être du même temps. Et en même temps, il y avait cette idée que, par exemple, l'Afrique était en retard. Et en même temps, j'ai l'impression que dans les pensées afrofuturistes, il y a l'idée qu'on se cabre contre l'idée qu'il y aurait une synchronie nécessaire, ou en tout cas, du coup, j'ai l'impression que c'est une mobilisation peut-être de l'archaïsme qui se joue là, et aussi du côté, par exemple, des pensées décoloniales en Amérique du Sud, avec cette idée de post-développement.
Je ne sais pas, j'avais envie de t'entendre là-dessus. Je ne sais pas comment on pourrait le relier à ce que tu déplies. Est-ce qu'on fait fausse route en essayant de connecter tout ça ensemble? Je ne sais pas. Non, en fait, ce que tu dis me fait penser que, enfin, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais il y a quand même une origine commune à toutes ces pensées, en dehors de Walter Benjamin que tu as cité, donc il y a quand même la référence sur cette question, mais bon, voilà, je ne vais pas en parler. Mais parce que tu parles des pensées décoloniales, à cet égard, c'est évidemment ce qui va se passer dans les années 50-60. Donc c'est vrai que c'est pas hier, mais ça me semble être ça à l'origine, c'est les théories du développement inégal. C'est-à-dire le fait, et notamment très instruite par Althusser, hein, entre autres, mais l'idée que, et à mon avis, c'est ça quand même une des grandes références du post-développement, c'est-à-dire que le développement du sous-développement. Hein, le développement inégal, le développement du capitalisme, ne consiste pas à développer le capitalisme partout, mais consiste à justement développer des territoires qui seront consacrés à des modes de production archaïques et d'autres à des modes de production plus modernistes. Donc oui, les théories du développement inégal, le développement du sous-développement, ça me semble être exactement le fonctionnement de la logique du capital aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'interpréterai. Ensuite, de l'autre côté, ça c'est du côté de l'analyse qu'on pourrait faire de cette asynchronie qui a toujours caractérisé la mainmise du capital. De l'autre côté, dans la manière de récupérer en fait des formes anciennes exhumées par l'histoire ou exhumées par l'anthropologie et qui pourraient nous donner une idée d'une vie qui ne serait pas immédiatement détruite par la marchandise et l'argent, il y a quand même l'idée de ressaisir dans l'histoire des utopies manquées. C'est-à-dire des routes qui ont bifurqué à un moment et qui auraient pu partir ailleurs. Et de retrouver ces carrefours-là où on aurait pu emprunter une autre voie. Avec l'idée que le retard même du présent peut donner lieu à un pouvoir d'anticipation qui serait susceptible de construire un futur inédit. Et que donc il y a dans le retard même quelque chose qui peut devenir une anticipation. Et au fond, on a souvent, je l'ai fait moi-même bêtement, c'est-à-dire je m'en veux d'avoir fait ça, mais bon, associer le marxisme à cette idée, mais je me suis un peu repris, je crois, mais de l'histoire linéaire, etc. Alors qu'en fait, dans le marxisme, et chez Marx y compris, il y a cette idée-là. C'est-à-dire que les pays en retard, enfin ce qu'on considère comme le retard économique d'un pays, peut être une avance politique. Et ils veulent le dire clairement à propos de l'Irlande. À propos de l'Irlande, le pays à l'époque, l'Irlande c'est une colonie. Nous avons très clairement, c'est le pays pré-capitaliste par excellence. Que va finir par dire Marx, après avoir changé évidemment son d'avis, c'est que la révolution, le levier de la révolution en Angleterre, c'est l'Irlande. Donc la colonie, le pays en retard, peut partir en avance d'un point de vue révolutionnaire sur le pays le plus développé. De la même manière pour la Russie. La Russie, le pays pré-capitaliste, le gendarme du monde, le gendarme de la réaction, c'est là où va se dérouler la révolution. C'est ce qu'inverse Lénine avec sa théorie du maillon le plus faible. Et au fond, alors je ne dis pas que Lénine était un afrofuturiste, je ne pense pas du tout, hein. Mais je pense qu'il savait organiser le pessimisme d'un autre côté, quoi. Ouais, je m'interroge beaucoup sur la bibliographie un peu générale de ton ouvrage. Enfin, non, mais c'est vrai, pour compléter un peu la question de Cantuta, et, Benjamin parlait de Federici, hein, qui était beaucoup revenu en fait sur cette alliance au moment de la suppression des communs et des mouvements des enclosures, hein, sur cette alliance entre cette mise en relation entre la chasse aux sorcières et les mouvements des enclosures, en fait, et je m'interroge beaucoup en fait dans quelle mesure en fait ces mouvements, et a priori aussi vis-à-vis d'un concept comme l'archaïsme, bon, enfin, qui est quand même remobilisé aussi dans un certain sillage féministe, et la notion de sorcière qui est largement mobilisée, des écoféministes de manière plus générale. En fait, est-ce que tu y vois là en fait une source possible? En fait, alors, évidemment, enfin, on peut sans doute renvoyer l'afrofuturisme aussi à une sorte de mouvement culturel, une petite poche minuscule, mais c'est aussi enfin une philosophie du temps, c'est aussi une manière de reconceptualiser en fait les usages en fait de ces concepts. Enfin, donc bon, ça c'est la question un peu plus générale, mais j'aurais peut-être pu revenir plus spécifiquement avant une fois une nouvelle d'ouvrir
la discussion avec tout le monde sur la forme de la commune, hein, qui est quand même le centre conceptuel, quoi, me semble-t-il, tel que je l'ai compris en tout cas de ton ouvrage. Il y a toi qui t'intéresses, disons, aussi beaucoup à la psychanalyse, qui est aussi un des fils rouges, disons, de cette édition. Le travail de Christine Ross, que j'imagine que tu connais très bien, et qui parle d'inconscient communal. Alors, elle le développe assez peu, en réalité. Enfin, elle a écrit plusieurs livres sur la forme commune, etc. Mais elle a quelques mentions, elle parle d'inconscient communal. Je me suis demandé en fait dans quelle mesure cette notion pouvait résonner avec ton travail. Et autrement dit, même si le lien n'est pas forcément évident, je me demande en fait dans quelle mesure il y aurait une base, disons, instituante qui serait pas seulement celle que tu mentionnes au pluriel, qui sont ces bases très spontanéistes en fait, et dans quelle mesure en fait il y aurait peut-être au-delà de l'accompagnement conceptuel que tu produis, enfin enfin nous c'est l'action, pardon, c'est l'action qu'on se pose dans le petit micro, voilà, million de la culture, etc. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, quoi, très concrètement, de travailler en fait à faire réémerger cet inconscient, je sais pas comment faut le dire, ou en tout cas à travailler analytiquement à partir de cet inconscient communal, en fait, dans les espaces, les rares espaces depuis lesquels on pourrait y travailler, quoi. De manière à ne pas être uniquement depuis cette base spontanéiste qui émerge à des rares moments de l'histoire et sur lesquels on ne peut pas vraiment parier, enfin disons, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas... Non, non, mais si, c'est très clair, mais non, juste, peut-être je serais pas tout à fait d'accord avec le terme de spontanéisme. Enfin, ce que j'essaie de montrer, c'est ce que j'essaie de montrer. Non, enfin, c'est pas ce que j'essaie de montrer d'ailleurs, mais parmi ce que j'essaie de raconter, quoi, je montre quand même que c'est pas du tout spontané. C'est-à-dire que les assemblées de communes, ce sont des organisations de masse. Simplement, évidemment, elles prennent pas du tout la forme de celles qu'on a l'habitude de penser depuis les organisations de masse du mouvement ouvrier. Mais elles sont absolument pas spontanéistes, en fait. Elles se pensent euh, avec une base institutionnelle, qui est une base, je veux dire, légale et juridique, et elle la détourne. Ouais, mais justement, je pense pas que ça soit. Justement, ce qui m'a intéressé, c'était tous les travaux qui ont essayé de montrer en quoi, bon, par exemple, c'est ce que fait Foucault avec les nu-pieds, il essaie de montrer en quoi, précisément, ce sont des agencements de pouvoir qui s'institutionnalisent énormément, donc qui se pensent dans ce travail-là. Il me semble qu'aujourd'hui, la chose intéressante, c'est une des choses intéressantes, c'est comment ce motif de la commune est lié au retour de la question des communs et à la manière dont ça revient dans notamment la tradition marxiste comme une manière de reposer la question de la propriété qui avait été longtemps oubliée dans les années qui ont précédé. Donc repenser la propriété, repenser la question des communs, aussi bien en termes de terre dont tu parlais qu'en termes, par exemple, de la propriété intellectuelle ou des nouvelles technologies, bah, ce n'est pas exactement la commune des nu-pieds, c'est sûr, mais en même temps, voilà, c'est la tentative de penser des formes de souveraineté ou des formes de pouvoir et des formes de propriété qui sont complètement différentes de celles qui se sont imposées avec le capitalisme, avec la propriété privée et avec cette forme de centralisme du pouvoir qui s'est appelée la plus grande invention moderne, l'État. C'est ça l'invention moderne. Donc penser le pouvoir autrement qu'en l'associant à l'État et penser la propriété autrement que comme propriété privée. C'est ça qui me semble quand même très actuel dans ce motif de la commune. Est-ce que ça doit faire appel à ce qu'on appellerait un inconscient? Là, ça serait peut-être ma limite avec l'usage que Ross fait du terme d'inconscient, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire quoi? Un inconscient collectif? Bon, je sais pas. Là, je serais plus réservé sur le terme d'inconscient communal, mais je pense qu'on peut parler d'une utopie communaliste, oui. Et d'une utopie qui traverse les luttes et qui revient et qui est réactivée en permanence et qui échoue aussi à chaque fois. Hmm. Évidemment, il est complètement du côté de l'appareil institutionnel, le maire, mais en même temps, c'est un seuil, me semble-t-il, de l'acceptation de la délégation politique. Cette figure-là, je ne sais pas si elle rejoindrait à un endroit une actualisation de la question de la pensée par la commune.
Oui, moi, ce qui me semble intéressant, c'est à la limite le fait de diversifier les instances institutionnelles du pouvoir de telle manière qu'elles soient jamais prises dans l'exclusivité d'une seule institution. Donc oui, là, il peut y avoir... ensuite, la question, c'est toujours la question d'une élection, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les mouvements des communes ne passaient pas par un mouvement d'élection, quoi. Ouais. Et surtout, le vrai problème, c'est que, pour être tout à fait honnête, c'est qu'en tout cas, dans les révoltes communales pré-révolutionnaires, bien sûr, elles partaient de la base, mais la base se constituant allait toujours chercher quand même un leader dans la noblesse ou chez les militaires, quoi. Donc, à mon avis, la vraie question, quand même, c'est le passage à la militarisation de la lutte, quoi. Plus que sur la question du parlementarisme municipal, c'est à quel moment se produit le pas d'une disciplinarisation et d'une militarisation d'un mouvement. Et comment il s'en sort en passant ce cap-là, qui est indispensable s'il veut utiliser la violence politique, mais qui est en même temps très souvent le moment où il se perd, quoi. J'ai l'impression que le capital fonctionne de façon naturelle, comme ça, mais il y a des gens qui écrivent ça avant que la situation se mette en place. Bon, on peut citer Edmond Pèlerin pour l'actualité, et ces gens-là, il faudra en parler aussi, les dénoncer, et dénoncer leurs acquis, leurs écrits, pardon. Et leurs acquis, du coup, malheureusement. Oui, absolument. Non, mais c'est aussi important. Non, mais absolument. Mais il faut connaître ses ennemis et il faut, bien sûr. Mais c'est bien aussi de partir de ceux dont on parle peu, quoi. Parce que, ouais, au fond, les auteurs du Capital ont beaucoup d'espace, quoi. Je sais pas si on en parle aussi peu, mais bon, ouais. Hayek, par exemple, on en parle beaucoup quand même, quoi. Hayek, on en parle beaucoup. Ouais, non, mais ouais. Mais effectivement, je préfère quand même parler de Benjamin que parler d'Hayek, quitte à choisir, quoi.